Il faut savoir que le dessin aujourd'hui a acquis une autonomie totale. Avant le XXe siècle, le dessin était surtout un élément préparatoire au tableau ou à la sculpture. C'était un outil de travail. C'était aussi un détecteur de talent. Souvent, j'ai vu, écrit et entendu. J'avais un bon coup de crayon, je dessinais bien, j'ai fait les beaux-arts. C'était un petit peu la base de départ. Maintenant, c'est un bac art plat, c'est une autre histoire, ce sont les prépas. On présente dans cette exposition une suite de 9 artistes qui montrent des composantes bien différentes et qui vous seront expliquées par chacun d'eux. On va commencer ici avec, dans l'esprit de la reine Mathilde, qui racontait le périple des Vikings sur la bataille d'Hastings et la conquête de l'Angleterre. Virginie Rocchetti nous tient un journal de l'année. Là, on se retrouve devant les tableaux de Bernard Ollier, enfin les dessins de Bernard Ollier, qui sont un travail qui s'étale sur des longues années, des dizaines d'années. C'est un travail de recouvrement et d'écriture. Nous avons également Lise Roussel-Le Sieur qui nous présente 2 dessins à caractère botanique, mais je pense que ces dessins au fusain très, très puissants, très lourds, qui sont également des dessins qui peuvent rappeler certaines BD d'aujourd'hui, nous montrent un peu l'aspect vénéneux. Ils sont porteuses de mort et de poison sans doute. Ici les dessins de Daniel Vallers. Alors, ce sont des dessins très délicats qui reprennent des objets du quotidien. Catherine Ginson nous montre une suite de dessins et une notion d'accumulation, d'envolée de ces formes dans l'espace qui sont assez aériennes, assez légères. On a aussi un rappel un peu de Viala sur ces dessins. Et je dirais qu'il y a des liens avec l'école de Nice, les accumulations d'Armand et un petit peu avec les gens de support surface. Karen Eblon nous présente 3 dessins de très très grande dimension. C'est une jeune artiste de 19 ou 20 ans qui vient rentrer aux Beaux-Arts et qui a un monde absolument fantastique, qui nous renvoie un peu à Jérôme Bosch et je dirais à Yves Tanguy. Il y a un côté surréaliste, un côté fantastique. Là, on a un travail qui me pose toujours problème parce que je trouve qu'il y a un côté sacrificiel de l'œuvre. Elle est peinte sur le mur et quand l'expo sera finie, nous passerons avec des rouleaux et des pinceaux et on recouvrera cette pièce et il ne restera plus rien. Et une espèce de chorégraphie personnelle quand elle réalise ce dessin. Nadia Berthaud. Nous présentons les dessins de Pauline Martinet et Zoé Texereau. Ce sont des dessins qui sont un inventaire des ennuis de leur enfance. Je m'ennuie, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je fais? C'est le papier peint de la chambre où sur le lit on devait rester vautré une partie de la journée à ne pas savoir quoi faire. Donc c'est toute une revisite de l'enfance. Et la particularité de ces dessins, c'est que ce sont des dessins qui sont faits à 4 mains. Les 2 artistes travaillent ensemble sur le même dessin. Alain Cardenas Castro nous présente des notes et des petits dessins qui sont des souvenirs de son enfance. Bernard Ollier, j'ai découvert ton travail au musée de Rouen il y a 3 ou 4 ans. Et c'était des grandes pièces graffitées que je n'avais pas appelé dessin, j'avais appelé ça grand monochrome graphique. Par la suite, j'ai découvert ton travail d'écriture et dans ton écriture, j'ai retrouvé du dessin. Alors, je suis un petit peu, je ne sais plus où me situer, comment me situer dans ce travail. Alors, explique-moi ce qu'est un dessin et ce qu'est ton écriture. Le titre de l'exposition que tu as choisi, Yvon, pose vraiment, effectivement, la définition du dessin. Le dessin, c'est un crayon éventuellement et un geste décidé, décisif sur une feuille de papier où tout simplement je pointe le doigt et le doigt traverse l'espace et désigne quelque chose. Rapide, déterminé, c'est volontaire, donc on retrouve à dessein et ça se termine vite. Lorsqu'on dit déterminé, il y a terminé. Le dessin, c'est désigner, qui devient ensuite désigné, et donc là on entend signe, on entend désigner, on entend montrer quelque chose, puis il devient dessiner, puis dessiner. On parcourt une surface avec un trait, donc lorsqu'on dessine, on trace une frontière. Et lorsqu'on parle de frontière, finesse, on parle de fin. On parle de ce qui se termine. Lorsqu'on trace une figure, on regarde la figure. En dehors de la figure, on est à l'étranger. On est dans une autre, on a passé une frontière. Ce trait, cette mine qui court sur le papier, on est devant des grands dessins
très plein, très recouvert. Alors la mine fait des allers-retours indéfinis, il y a toute une gestuelle qui entre en jeu. Et je regardais sur ton site, il y a des photos et des images qui te montrent en train de travailler. Et là, ça m'a rappelé quelque chose, une image qui m'est revenue, c'était Jackson Pollock en train de faire ses drippings. Et il y a une gestuelle que j'ai retrouvée chez toi et que j'ai retrouvée chez lui. Alors, bon, le dessin, il y a le geste avec le crayon au bout. À partir de cette définition très simple, l'art du trait, si on regarde ce travail, on est probablement dans une définition paradoxale du dessin. Il n'y a pas de rapidité. Visiblement, il n'y a pas de décision. Visiblement, ça ne désigne rien. Visiblement, c'est très long. C'est une activité continuelle, une activité confuse, une activité indéfinie. Donc, ici, pas de frontières, pas de fin, pas de terme. Simplement quelque chose qui se prolonge de dessin en dessin ici. Ce travail-là, ce travail au bout, il y a 40 années. 40 années me contemplent, si je puis dire. C'est une affaire très longue. Qu'est-ce qui fait que c'est quand même du dessin? C'est une espèce de confusion mentale qui est montrée et qui me rapproche de l'écriture. C'est un très long discours qui est un discours totalement silencieux et qui est la façon de s'approprier la perception. C'est ce discours de silence, c'est cette continuité dans le travail et qui passe d'un dessin à l'autre sans changement sensible ou notable. Et s'il y a fin, s'il y a frontière, la frontière est extérieure à ce travail. La frontière, c'est le terme, c'est-à-dire c'est la mort, la continuité de quelque chose qui n'a pas de fin, qui est indéfini. Qu'est-ce qu'il y a après le S? Il y a le T. Et c'est le moment où le dessin se transforme en destin. Nadia, tu as produit un dessin, et tous les dessins qu'on voit dans cette expo sont des choses cadrées, posées. Toi, tu as pris le mur. Il y a un aspect environnemental qui m'impressionne beaucoup. Et d'autre part, il y a un lien avec la nuit des temps, avec nos vieux cerveaux préhistoriques, où l'art pariétal était aussi une espèce de possession d'un lieu. D'un lieu et d'un espace. Et d'un espace. L'important, c'est justement d'intégrer cet espace, d'intégrer, de dessiner sur le mur, c'est intégrer une architecture dans laquelle on expose. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est une espèce de jeté comme ça de lignes, de reflets de mes tornades intérieures, quoi, des espèces de circonvolutions comme ça. Et c'est vraiment intégrer l'espace dans sa chair propre, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas d'intermédiaire, je ne suis pas là, je ne fais pas quelque chose qui est posé comme on accrocherait un tableau, c'est effectivement peut-être le même rapport que les hommes de la préhistoire avaient avec leur environnement. Il y a une véritable chorégraphie dans ce travail, une gestuelle d'une part avec ton corps, parce que là tu penses, tu montres, et là il y a vraiment une... Et puis il y a aussi, bon, il y a ce geste circulaire. Alors, d'une part, la gestuelle, est-ce que tu... Bon, tu es obligé de bouger pour faire le dessin, mais est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans ta... Oui, qui ne nous regarde pas en fin de oui, compte, mais qui est une chose... En plus, comme je suis sculpteur, moi j'intègre réellement la gestuelle et mon corps dans le travail que je fais en volume. Donc là, même s'il est fait à plat, en fait, ma gestuelle, elle est incorporée dans ce dessin. Forcément, il y a toute la participation de mon corps, de mon être. C'est spontané et instantané, je n'ai pas le droit à l'erreur. C'est mon corps qui va créer cette gestualité, c'est-à-dire le besoin de créer ces circonvolutions, quoi. C'est quelque chose qui sort de mon ventre, c'est quelque chose qui apparaît comme ça, un petit peu comme on parle de l'énergie chez les taoïstes. C'est quand même quelque chose qui sort du ventre comme ça et qui est propulsé par la main et qui se jette sur le mur. Un travail de peinture, parce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il a complètement modifié la lumière du mur. C'est aussi, pas un immense mur, mais c'est aussi une certaine surface du mur où il y a malgré tout peut-être une petite empreinte, c'est pas remplir le mur. Donc le rapport entre le vide et les pleins est très important, et cette espèce de grand vide qu'il y a ça, blanc là. Ça, c'est de la sculpture pour l'instant. Ça, c'est de la sculpture, oui, mais en fait, j'ai du mal à détacher. Il y a une lumière la lumière est complètement modifiée, ce que ne font pas les autres dessins. Oui, mais quand tu parles de lumière, en fait, dans la sculpture que je crée, avec les fils d'aluminium, il y a un rapport à la lumière qui est très important. Oui, et en fait, j'ai l'impression de reproduire.
Et je ne peux pas scinder entre mon travail de sculpture et ce travail de dessin. Je pense que c'est vraiment intimement lié. J'ai découvert ton travail il y a 4-5 ans à une exposition, on était ensemble à Château. C'était des sculptures, des choses assez massives, assez solides, même s'il y avait papier et métal, mais c'est quelque chose de solide, de volumineux. Et là, tu es arrivé à quelque chose comme une chevelure toute légère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai abordé cette thématique du temps, puis après du vent, mais le vent était lié au temps. J'ai toujours voulu exprimer les choses avec une certaine légèreté. Et comme je fais ce travail sur la vie et sur le sens de l'existence, j'ai toujours essayé de donner à voir une sorte de légèreté. Sauf que, avec les matériaux de prédilection que j'avais, en l'occurrence à cette époque-là, le métal et le fer, le métal et le papier, je veux dire, c'était des matériaux très lourds. Mais pour moi, l'esprit était toujours l'esprit de cette légèreté. On résume sur l'insoutenable légèreté de l'art. Oui, oui, j'espère. Mais c'est la légèreté de la vie aussi. Le sujet, c'est l'enfance. En travaillant le dessin automatique, en crayonnant comme ça, tout simplement, il y a des choses qui me sont revenues en mémoire. En l'analysant par la suite, des formes, des éléments figuratifs comme des personnages qui étaient récurrents. Et en fait, cette histoire m'est revenue en mémoire. Alors, c'est un retour en mémoire ou un retour de l'inconscient? Un peu les deux, quoi. Alors tu as des formes qui reviennent assez, c'est la spirale, c'est l'ellipse, il y a un côté un petit peu labyrinthe. Ils correspondent à quoi ces formes? Je pense qu'il y a quelque chose derrière ça que moi je ne sais pas. Ouais, en fait c'était raconter un parcours, les fondements d'une personnalité pour expliquer le parcours de quelqu'un par rapport à un événement. Donc à partir de la matière brute de ces carnets, j'ai établi un classement en 3 actes en fait. Le premier acte, la table, le deuxième, la circonvolution, la troisième, l'évasion. Il y a un côté presque kabbalistique dans cette spirale, dans cette forme qui a un caillou qui tombe dans l'eau et qui fait des ronds, Alors, ça vient d'où ça? Est-ce que c'est quelque chose de très conscient ou En fait, pour moi, c'est assez familier, évidemment. Mais, par exemple, là, cette espèce d'amande, elle peut prendre plusieurs significations. Bon, là, en l'occurrence, c'est une table qui est en fait en même temps une cible. Donc c'est pour expliquer finalement l'événement de l'enfance, ça se situait dans une pièce donc avec des objets, des personnages. Et donc là j'ai symbolisé la table, qui était important dans cette scénographie. La table s'est transformée en cible, puisque c'était moi le protagoniste de cet événement. Parce que les cerveaux, en fait, c'est la symbolique du retour en mémoire, de vraiment ce qui fait marcher la mémoire. Et ce qui était hyper important, le petit garçon c'est un peu autobiographique, c'est moi, mais j'ai voulu justement me dégager de ce côté égocentrique, personnel, histoire d'enfance, pour essayer de l'universaliser. Là en ce moment j'ai le projet de faire une espèce de base de données plastiques, justement parce que ce travail-là de dessin où j'ai dû isoler des éléments m'ont donné l'idée de prolonger ça en... Faire un inventaire. Voilà, une espèce d'inventaire, quoi. Catherine Gilson, nous sommes devant vos dessins, qui sont une répétition d'un motif qui semble être remis en place à l'infini. Vous appelez ça oreiller, vous pouvez nous dire un peu l'origine de ce motif? C'est un thème que j'ai déjà abordé plusieurs fois. Ça devient plus abstrait dans la façon de le travailler. Une nécessité à trouver de la légèreté. Ces dessins qui reprennent un motif qui est répété, ce motif représente quoi? Le motif, c'est la forme de l'oreiller, c'est la base. Superposé, emmêlé. Lorsque je le fais, ça devient autre chose, je suis ailleurs. Je ne suis plus dans cette forme-là. Je suis plutôt dans l'idée de faire quelque chose, d'agir, de répéter, d'être dans quelque chose qui est une espèce de rituel finalement, comme un mouvement. C'est la gestuelle qui me mène. Alors il y a, sur ces 5 dessins, il y a une présence assez forte dans les 2 premiers, et puis un effacement qui se fait tout doucement. Est-ce que ça a un lien avec le sommeil? Non. Je suis sortie de l'idée du sommeil. Précédemment, j'avais fait un travail justement sur ce qui se passait dans mon sommeil, les draps froissés, les oreillers. Et au réveil, je découvrais ça, ce mystère de mes mouvements nocturnes. Et ça a décliné sur le réveil, le jour, ces instants rêvés, là, ce que j'ai représenté, c'est tout le temps le jour, c'est tout le temps à la lumière, inspiré par tout ce que dépose la lumière. Lorsqu'il y a du soleil, il y a des jeux de lumière, et ça m'attire énormément. Cette déclinaison
de ce que j'ai vu, que j'ai essayé de transposer comme ça en dessin par la forme de l'oreiller. Voilà, elle est juste un prétexte. Alors, le dessin, c'est une feuille de papier, oui, un crayon. Alors expliquez-moi votre technique, parce que c'est beaucoup plus proche, ça me semble plus proche du pochoir que du dessin. Il y a un pochoir, effectivement, puisque c'est la même forme qui est répétée. Le travail de dessin, il est dans la dépose de la matière. Et qui se fait comment? Je dépose la matière en frottant du graphite sur un chiffon et que je passe ensuite, comme ça, sur le papier. Il y a un certain silence dans ces dessins. Est-ce que c'est un thème qui est commun dans l'ensemble de votre travail? Je dirais le silence. Absolument. Le silence et le temps suspendu. Donc le sommeil. Le rêve, oui. Le silence, ça fait partie de ma vie. Quand je travaille, je suis dans le silence. C'est très rare que je mette du bruit autour de moi. Donc il y a une espèce de vide qui se fait. Et je pense que ça transparaît justement dans mon travail parce qu'on y voit quelque chose d'assez intemporel et il y a un ton suspendu. Je m'intéresse aux détails. Parce que tu as quand même un vrai travail de création, tu inventes quelque chose qui n'existe pas. Oui, j'essaye, mais je reprends parfois des formes qui existent vraiment et je les montre de manière à ce que l'enchaînement de toutes ces formes crée quelque chose d'irréel. Donc tu es dans un monde onirique et un monde un peu surnaturel. Oui. Et tu es consciente qu'il y a des liens avec quand même toute une partie de l'histoire de l'art dans ce travail? Pas tant que ça, mais je suis un petit peu consciente quand même. Parce qu'il y a quand même on retrouve des choses un peu de la peinture gothique, des gens comme Jérôme Bosch, et puis des surréalistes. Il y a un de tes dessins qui nous renvoie beaucoup à Tanguy, par exemple. Je ne sais pas si tu connais le travail de cet artiste, Yves Tanguy, qui crée des paysages comme ça, un peu minéraux, mais qui sont... Et Max Ernst aussi a eu des choses un peu dans cet esprit-là. Alors, il y a une chose qui m'a surpris, bien que là j'ai réussi, je me suis inventé des gens vivants, il n'y a que des présences minérales ou végétales, mais il n'y a pas de personnes. C'est que je ne suis pas trop sensible à représenter des personnages, des humains, mais des personnes vivantes. Je préfère représenter le paysage. Mais là, il y a quand même des choses vivantes. On peut dire, il y a des amibes, il y a des plantes, il y a des protozoaires, des métazoaires. Il y a toute la biologie qui est présente là-dedans. Et c'est quand même très vivant, tout ça. Ça bouge, ça se mange, ça s'attaque, non? Oui. Regarde, je sais pas si tu... Là, moi j'ai trouvé une petite famille qui s'allait se promener avec son petit chien, figure-toi. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu nous donnes à rêver. Et je crois que chacun se réinvente son paysage. Et c'est un peu le but de ton travail aussi. Si je représente des amibes ou des sortes de micro-organismes, c'est parce que quand je fais ces dessins, je pensais aussi à l'infiniment petit. Parce que c'est vrai qu'on retrouve des formes qu'on voit pas devant soi tous les jours. Et là, ce microcosme, ça m'intéresse aussi. Alors ce qui est bien, c'est que tu parles de l'infiniment petit et tu fais des dessins infiniment grands. Oui, parce que je veux montrer l'infiniment petit en plus grand. Tu nous mets un microscope alors? Peut-être aussi, parce que c'est du détail. Et c'est un travail qui est long, hein. Tu travailles longuement sur un dessin, ça jaillit ou tu as des petits dessins préparatoires avant, ou tu vas directement sur une grande feuille comme celle-là? Parfois j'ai une idée assez claire de ce que je veux représenter. Et parfois, lorsque je dessine, j'y vais au fur et à mesure. Je reste longtemps sur un dessin et ça se développe tout seul. Mais j'ai des formes qui sont dans ma tête, que je visualise avant de les dessiner. Parce que tu avances comme ça par petit, mais il y a quand même une structure qui est préétablie. Je vois le dessin qui est derrière, il y a toutes ces lignes de force qui sont un peu des espèces d'autoroutes mentales. Bon, ça a été pensé sérieusement, ça, non? Oui, sérieusement. Ça fait partie de ceux où j'ai fait une construction.
On le sent très bien. Hein. D'ailleurs, on sent la différence entre cela. Là, il y a un travail de noir et blanc, d'ombre et de lumière, et de l'autre côté, c'est beaucoup plus... c'est plus le travail sur la perspective, sur l'espace, sur la construction, et moins sur la lumière et sur les contrastes. Ouais, on le sent, donc c'est deux approches un peu différentes. Hein. Ça fait partie d'une expérimentation, ça. Parce que j'ai fait d'autres choses qui n'ont rien à voir avec cette manière de dessiner. Et actuellement, tes dessins vont dans ce sens-là, ton travail de dessin. Actuellement, ils allaient dans ce sens-là, mais je ne sais pas par la suite si ça va rester dans ce sens-là. Je vais forcément garder ce monde à l'intérieur, mais ça ressurgira d'une manière ou d'une autre, mais je ne sais pas si je vais continuer toujours dans ce sens. Virginie Rocchetti, on est devant votre dessin, ou tapisserie ou broderie, un fil, une aiguille et le calendrier de l'année. Vous pouvez nous dire un peu la démarche et comment vous êtes arrivé à ça? J'aime bien dans mon travail être en relation avec les choses du passé, l'histoire, garder un lien, ne pas être en rupture totale, ça m'intéresse pas tellement, j'en ai marre d'être obligée d'être moderne, entre guillemets. Et donc pour ce travail-là, j'avais pensé à la tapisserie de Bayeux et je m'étais dit c'est marrant finalement, la tapisserie de Bayeux, c'est les actualités de l'époque. La conquête d'Angleterre, les batailles, les guerres, etc. Je m'intéresse à l'actualité, je vais faire la même chose. Alors c'est le journal de l'année 2005. Oui, une petite période. Voilà, sur 2 ans à peu près. Alors j'avais l'intention au départ de faire aussi grand que la tapisserie de Bayeux, mais elle fait 70 mètres et c'était un peu trop long pour moi. Surtout que quand on regarde l'actualité, au final, c'est pas très gai. Quand on regarde la tapisserie de Mathilde, il y a pas mal de morts, de massacres, de la bataille. Mais moi, ça me portait sur le moral au bout d'un moment. On s'aperçoit que c'est le grand chaos du monde, ça tue, ça brûle, ça viole, ça meurt. C'est pas très gai, ça. Et qu'est-ce qu'on peut trouver d'espérance dans ce travail qui nous donne envie de continuer à faire de la broderie, en fin de compte? Je ne sais pas. Objectivement, j'ai pas pu en faire 70 mètres parce que ça paie le moral. Mais je vais sans doute en faire une nouvelle sur les plantes et les animaux. Vous considérez ça comme du dessin? Le crayon, oui. C'est votre machine à broder? Oui, pour moi, c'est du dessin au fil. D'accord. Donc je le fais directement en vue d'être brodé, quoi. Je ne fais pas des croquis qui vont être par la suite transformés en broderie. Donc il y a quand même un travail de la main sur la palette avec le stylet. Oui, mais enfin là j'utilise un logiciel qui travaille aussi. Il y a des spécialistes dans l'assistance en vectoriel, donc il faut rentrer des points, c'est pas très souple. D'ailleurs on sent quand même une rigidité dans les traits sont souvent très droits. Enfin, c'est presque un système comme les pixels. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire varier l'intensité du trait. C'est ça. Parce que c'est le fil et donc c'est l'épaisseur du fil qui donne la densité du trait. On ne peut pas doubler le fil à certains endroits. On peut, mais voilà, après c'est tout un travail. Moi j'ai résolu ça en faisant des surépaisseurs par endroit, en brodant plus. Après, voilà. Donc ce travail, on peut considérer ça comme un journal. Le journal des journaux, on peut dire. Oui, le journal, la télé, la radio. C'est pas la télévision, je l'ai jeté il y a 20 ans. Donc la radio entraîne l'imagination à créer des images qui sont spécifiques. Il y a des images que j'ai repérées dans des journaux, notamment toutes les images de cagoules. Ça m'avait vraiment frappé, comme il y a des thèmes visuels récurrents. Les images de chiens, la greffe du visage, c'était incroyable. Les dessins de foule aussi, c'était des choses qui me frappait moi, parce que je me disais, ce qui fait quand même une des choses les plus marquantes de notre vie actuelle, je trouve, c'est qu'on est tout le temps dans des foules. À part si on habite dans une petite campagne, mais dans les villes, on est sans arrêt dans des foules. Lise, on est devant tes grands dessins qui sont un travail au fusain, donc un dessin assez classique. C'est le sujet qui me touche assez, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet empoisonné. Enfin... Oui, ça s'appelle en fait Narcisse défait, et en fait je joue sur les 2 tableaux. Narcisse, qui est dans la mythologie, celui qui se regarde dans le lac et en fait tombe amoureux de son image et meurt parce qu'il veut s'atteindre, et en fait les dieux vont le faire renaître sous la forme d'une fleur, et donc la fleur en elle-même. Et pour moi, la fleur, c'est
plus que la fleur, c'est à chaque fois comme un autoportrait, en fin de compte, effectivement, parce que la fleur, dans ce côté très éphémère, nous remet à notre propre durée, qui est courte, en fin de compte. Et l'image de Narcisse, pour moi, c'est l'image du peintre, qui est toujours à la recherche de soi en idéal, comme image idéale. Et la fleur, on pourrait dire, est ce portrait idéal, mais c'est plus que la fleur. Est-ce que c'est la beauté, est-ce que c'est la vérité, l'essence d'être au monde, en fait, compte. Alors, tu as des envolées de graines, ces petites graines qui partent. Qu'est-ce que tu sèmes, en fin de compte, dans ce dessin? Parce que c'est quand même, il y a quelque chose qui s'en va et qui doit aller ailleurs, et qui doit peut-être, je sais pas moi, se reproduire, s'implanter, je sais pas. Il y a le vent qui emmène quelque chose là. Et ces graines qui vont ailleurs, peut-être trouver une autre terre ailleurs, une liberté aussi, pour être peut-être moins contraint par tout un héritage, la civilisation dans laquelle on est, la société, la famille et tout ça. Donc on est un peu déjà tout prédéterminé par ça. Il n'y a rien de plus mouvant qu'un jardin. Je ne sais pas si tu as une expérience de jardin, mais Gilles Clément a fait tout un travail sur les jardins en mouvement. Le jardin avance, recule, les fleurs se bouffent entre elles, enfin, c'est la guerre. C'est la guerre, oui. Et là on le sent un petit peu aussi, cette espèce d'état de... Et il y a des victimes. Oui. Alors, en fait, ça contredit, mais c'est l'idée toujours du paradoxe, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'il y a la fleur qu'on associe à la beauté, à l'émerveillement, et je l'ai mis avec les têtes de mort, parce que la fleur c'est aussi la mort, et au maximum de son épanouissement, au maximum de sa beauté, de sa fascination, eh ben, il y a le visage de la mort, où il y a la mort qui est présente, donc la répulsion la plus extrême qui transparaît, c'est les mêmes instants. Donc c'est tout ce monde paradoxal qui m'intéresse. Alors ce dessin, c'est quelque chose d'assez chardonnay, je ne sais pas ce que c'est, c'est une plante, tu es partie d'une fleur, ouais. C'est une rosace, c'est quoi ça? Je suis partie d'un œillet desséché, et donc il me faisait penser à un volcan, et en même temps à des bouches carnivores. Hein. Ça s'appelle envoûtement, en fin de compte. C'est cette idée de toujours lieu, fascination, répulsion. Aussi, on ne sait pas trop ce qu'on voit, et à travers de la fleur, là, on voit autre chose. Bon, la fleur, parce que c'est la vie et la mort, parce que c'est la beauté et en même temps la putréfaction. Donc tu fais partie des rares artistes qui ont un lien à l'histoire. Peut-être même l'histoire de l'art, mais de l'histoire en général, de la mythologie et de tous nos archétypes qu'on peut se balader depuis la nuit des temps. Oui. Oui, ça, c'est comme quelque chose qui me nourrit, dans lequel je me ressource. Même il n'y a pas énormément de mythes, mais c'est un peu toujours les mêmes. Et c'est souvent ceux qui ont à voir avec la mort, hein, pour Pénélope. Essayer de pervertir le temps et de différer la mort. Mais aussi, souvent, la fleur, pour moi, elle est vue comme un œil. Enfin, elle est à sexe, mais elle a un œil. Hein. Il y a Odilon Redon, Bataille qui en reparle aussi. Et donc, c'est toujours l'œil du peintre, en fait. Pauline et Zoé, vous nous montrez un travail de dessin. Et derrière tout ça, il y a, si je me souviens, il y a un énorme ennui qui est celui de votre enfance ou de votre adolescence. Expliquez-nous un peu en quoi l'ennui est entré dans ce travail. On s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux vécu les mêmes sentiments d'ennui pendant notre enfance, alors qu'on était pourtant dans deux villes distinctes, mais de même importance. On avait les mêmes souvenirs, en fait, les mêmes sensations, les mêmes... Ça nous a permis, en fait, le dessin, quelque part, de le revivre, en fait, cet ennui, parce qu'on s'est replongé à chaque fois dans nos souvenirs, et en fait, dans la réalisation, on s'est retrouvé à chaque fois à réaliser des trucs, des dessins un peu longs et le fait de crayonner à deux, ça permettait aussi de partager cet ennui pour une fois. Comment vous êtes arrivés à travailler ensemble? Comment vous êtes rencontrés? On était dans la même école. Ça s'est fait un peu par hasard. Ouais. Mais dans la même classe, et on a commencé à travailler ensemble pour des projets collectifs. Et après, ça a été une envie... une envie de sujet pour Pauline, et moi j'avais une envie de médium pour Zoé. Et du coup, on a fusionné parce que toutes les deux, il y en a une qui n'avait pas le médium et l'autre qui n'avait pas d'idée. Et du coup, c'est arrivé un peu par hasard. Et comme ça a été un peu une révélation. Je regardais ça hier et quelqu'un m'en a fait réflexion. C'est Carpaccio. Une construction Renaissance qui est très marquée. Moi, je ne l'avais pas très bien vu, mais la personne qui m'a dit ça hier soir, j'ai regardé après, effectivement. Donc, il y a tout un lien à l'art traditionnel ou à la tradition. Est-ce que c'est quelque chose qui est inconscient, ou est-ce que vous travaillez dans ce sens-là, de revisiter un peu l'histoire de l'art avec des choses d'aujourd'hui? Non, ça, je pense que c'est un peu inconscient, parce qu'on part sur on a la volonté de faire des choses assez simples, que ce soit dans les moyens ou même dans
Dans la réalisation. Après, voilà, dans la construction, on réfléchit beaucoup par croquis en fait au départ, pour voir comment on va monter le dessin, quelle va être les zones de blanc, les zones de crayon. Pour travailler à deux, on est obligé d'établir des règles, et je pense que c'est aussi ça qui donne une impression très... Les croquis, c'est quelque chose qui est fait chacun de son côté, ou vous travaillez ensemble sur ces petits... Non, généralement on discute, et c'est moi qui fais le croquis. Mais ce que vous avez conscience, c'est quand même une démarche qui est assez rare. Enfin, il y a quelques, dans l'art aujourd'hui, il y a quelques couples comme ça qui marchent par deux. Une manière d'assumer. Oui, d'assumer le fait de faire du dessin aussi. D'accord. Bon. Plus on travaille ensemble surtout, et plus on finit à avoir les mêmes envies. Bon, l'expo, là, c'est une expo sur le dessin, et si vous passez à la peinture, comme j'ai vu, il y a dans votre livre des gouaches sur les télés, c'est fait à deux aussi, ça? Ouais, en fait, tout... Et si vous arrivez un jour à... Est-ce que ça peut arriver qu'une des deux dise « mais moi je suis plus tout à fait comme ça, j'ai besoin de mon autonomie pour créer ». Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé dans votre histoire? Peut-être que ça va arriver, pour l'instant on a trouvé un équilibre comme ça et c'est... Ouais, ça roule mieux à deux que tout seul, donc, mais peut-être qu'un jour on prendra deux chemins. Il y en a une qui est plus grande que l'autre, mais vous êtes à égalité dans votre travail de dessin. On essaye, oui. Daniel, tu nous présentes ici une suite de dessins. Où ce sont des objets du quotidien, notamment la chaise. Et la chaise parce que c'est la symbolique d'une absence et en même temps symbolique d'une présence. J'ai toujours volé le temps et volé quelque chose dans la mesure où je n'avais pas le temps d'investir. Donc il y avait urgence quelque part. Donc, ce qui explique peut-être que beaucoup des objets étaient déjà été fabriqués d'avance. C'est-à-dire tu les prenais tout faits et tu les intégrais. Oui. Hein, je vois, il y a les tapettes à mouches, il y a eu les moules à gaufres qui ne sont pas là. Oui, il y a les chaises, des ready-made presque. Oui. Ensuite, des économies, trouver du papier ramassé un peu partout. Je l'ai trouvé en fait. En fait, je parle du fait que c'est pas moi qui les trouve, c'est peut-être que c'est eux qui me cherchent et c'est eux qui me découvrent. Ou en même temps, je ne sais même plus ce que j'ai écrit, dans la mesure où en fait, le matériau se révèle à moi. Et dans l'urgence, je fais les choses dans une période de ma vie, il y a quelques années, où tout n'était pas que grâce et élégance. J'ai redécouvert ces pièces qui, en fait, étaient dans une sorte de j'étais comme quelqu'un d'autre. Et en même temps, je me suis redécouverte. Oui, mais tu sembles dire que tu étais un peu presque sous hypnose quand tu fais ces choses-là. Ne pas être quelqu'un. Alors que c'est vraiment quand même très, très pensé, très construit, même si. Oui. C'est-à-dire que ou alors tu les manipules, puis à un moment tu dis top, celle-là c'est bien. Ce papier qui est du papier de soie, qui est dans un format qui est pas ordinaire, il s'échappe. Je les pose sur des objets qui sont parfois en équilibre, qui sont instables, etc. Et puis je prends à pleine main le pigment, et le pigment c'est le pigment ou la poudre de quelque chose, la poussière de quelque chose. En fait, je les prends à pleine main, hein, je m'en mets jusque là. J'en caresse cet objet qui s'échappe ou qui revient et c'est comme une gravure en fait. Je m'aperçois qu'il arrive quelque chose et puis c'est là, et sans exagérer, comme une calligraphie, comme quelque chose qui était en attente depuis quelque temps et puis qui vient là comme ça. Alors les papiers de soie, ils cachent ou ils révèlent? La même douceur, et il y a quelques mots. Le mot, c'est cette douceur et en même temps avec colère.